on va maintenant parler des mythes du C++. Donc quand je dis les mythes, ce sont des choses qu'on apprend parfois en cours ou sur des tutoriels en ligne qui n'ont aucune raison d'être, du moins dans le langage C++. Donc les mythes, là j'en ai 7 que j'ai trouvé assez intéressants. Toutes les déclarations doivent être en tête de fonction. Une seule instruction return par fonction. N'utilisez pas les exceptions. Chaque classe va dans son propre fichier source. Minimiser le code dans le constructeur et pratiquer l'initialisation en 2 phases. Libérer toutes les ressources à la fin de la fonction et faire un goto en cas d'erreur. Avoir tous les attributs en protected. Alors, je vais les détailler un petit peu tous après, mais il faut dire que on trouve ici une assez bonne créativité autour des règles à ne pas suivre en réalité en C++. Donc toutes les déclarations en en-tête de fonction. Ça va rendre le code moins lisible, en particulier quand une fonction est un tout petit peu longue avec pas mal de variables. La proximité de la déclaration et en général avec son usage est souhaitable. Ça rend le code beaucoup plus compréhensible. Dès qu'on voit l'utilisation de la variable, on a tout près déjà la connaissance de son type. Et puis ça allonge la portée de variables pour lesquelles ce sera inutile. Cette remarque elle est aussi bien valable pour le C++ que pour le C, que d'ailleurs pour le Java, où il n'y a aucune raison d'aller déclarer toutes vos variables d'une fonction au début de la fonction pour les utiliser si ça se trouve 20 lignes plus loin. Donc, un exemple de différence entre les deux. Alors je me suis un petit peu creusé, j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux, mais ici j'ai ouvert avec Meld, qui est un éditeur de différence, une version de code d'un programme qui résout une équation du second degré. Le premier déclare toutes ses variables au début, donc juste après la déclaration du main, et l'autre déclare au fur et à mesure. Donc déjà ici on a delta, ABC, etc. qui sont valables dans toute la fonction, donc quelle que soit votre entrée à l'intérieur de sous-blocs de code à l'intérieur de la fonction, vous avez ça un petit peu qui sont des variables globales de l'ensemble du main. Et puis à un moment donné, vous n'êtes pas forcément certain, alors il faudrait imaginer que la fonction pourrait être plus longue, qu'il puisse y passer d'autres choses, mais pim c'est quoi finalement? Est-ce que c'est un double, c'est un float, c'est un int, c'est quoi? Donc là on est obligé de remonter au début pour aller chercher la déclaration, donc ici c'est simple, hein, on a déclaré que des doubles, donc là il y a peu de chances de se tromper. En pratique, c'est beaucoup plus lisible de le faire comme c'est fait à droite, donc les A, B, C sont déclarés au moment de leur initialisation, delta pareil. Ensuite on a besoin de R1, R2 uniquement pour les solutions réelles quand le discriminant est supérieur à 0. Donc là on les déclare à l'intérieur du if. Quand on sort du if, ou avant ou après, R1, R2 n'existe plus. Donc le compilateur vous remontrera une erreur, ne les trouvera pas. Donc ils sont uniquement existants à l'intérieur de ce bloc. Donc la portée de la variable, c'est le bloc positif du if delta est supérieur à 0. Idem avec R pour le résultat dans le cas où le déterminant est égal à 0. Ce qui est du coup intéressant, c'est qu'au lieu d'aller réutiliser R1 comme ici, ou déclarer encore une variable de plus en global du main, on va juste déclarer notre R pour le if delta est égal à 0, faire l'affichage et puis finir. Et sinon, donc si le delta est inférieur à 0, on a P réel et P im qui sont aussi des doubles, donc qui sont les parties réelles et imaginaires de vos deux solutions, qui sont déclarées là, utilisées là, et qui n'existent plus hors du scope de ces 4 lignes. Donc
ici, ça se voit un tout petit peu. En réalité, si vous avez beaucoup plus sur un programme plus grand, voilà, vous aurez une meilleure compréhension du code avec ce type de syntaxe qu'avec ce type de déclaration. Alors, on va maintenant parler du mythe où il doit y avoir un seul return par fonction. Alors ça veut dire en gros que vous préparez la valeur que vous allez retourner au niveau, vous le déclarez au début, vous allez lui affecter une valeur quelque part en fonction d'un certain nombre de cas et de conditions, et la dernière ligne de votre fonction sera un return de cette valeur que vous avez préparée. Donc j'ai un exemple que j'avais fait par ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est de faire ça, la première fonction. Donc en fait, je crée, c'est une fonction qui crée un tableau de n entier initialisé à 0. Donc je déclare un pointeur sur des entiers où il y aura mon tableau. Je dis que si mon n est inférieur ou égal à 0, donc il n'y a rien à allouer, mon retour est égal à nul. Et sinon, donc j'ai déjà du flux ici, du contrôle de flux, le retour va être égal à un nouveau tableau de n entier que je vais mettre à 0. Puis je retourne retour. Alors ça rend les choses peu lisibles parce qu'on ajoute des ifs qui n'ont pas lieu d'être. Alors que si on fait la même fonction mais en plus lisible avec plusieurs returns, j'ai la même signature de fonction. Et si n est inférieur ou égal à 0, je retourne nul. Alors nul PTR, c'est plutôt ça qu'on doit utiliser aujourd'hui en C++ pour renvoyer une valeur nulle, plutôt que le nul du C. Là, peu importe, mais prenez l'habitude d'utiliser ce nul PTR. Puis, comme si c'était inférieur ou égal à 0, j'ai fait un return, en fait, tout le reste de la fonction ne passera jamais si n est inférieur ou égal à 0. Donc je peux aller écrire mon code qui suit, sachant que le cas n inférieur ou égal à 0 est déjà traité. Donc j'alloue ma mémoire, j'initialise mes valeurs et puis je retourne mon tableau. Alors, c'est peut-être une réminiscence de vieux C++ et C à une époque que je n'ai pas connue malgré mon grand âge, où il fallait avoir un seul return à la fin de la fonction. Et puis vraisemblablement aussi une méconnaissance des règles de base de l'écriture du C++ qui fait qu'on utilise des objets qui vont être correctement nettoyés à la sortie de la fonction, quelle que soit la position dans le flux de la fonction. On en reparlera un petit peu après avec l'idiome RAII qui sera vu dans quelques sections. Alors, on entend aussi de ne pas utiliser d'exceptions, en disant les exceptions, c'est plus lourd, ça coûte trop cher en calcul, c'est pas bien. Bon, alors déjà les exceptions ne sont pas coûteuses par rapport à une gestion de flux à la main. Elles sont peut-être très légèrement plus coûteuses tout simplement parce que les exceptions vont traiter des erreurs que l'on a rarement prévues en gérant à la main des retours de fonctions. Ça, c'est une grosse différence à l'avantage des exceptions. Et ça facilite beaucoup la gestion du flux d'instructions parce qu'encore une fois, ça vous évite d'avoir des if-else dans tous les sens avec 15 niveaux d'indentation quand vous commencez à gérer des allocations de ressources, des accès à des choses, etc. qui vont être interdépendants, qui ne permettent d'exécuter le programme que si vous avez telle condition, puis telle ressource disponible, puis puis la valeur de tel paramètre qui est supérieur à 0, l'autre qui est inférieur à 0, etc. Donc ça vous évite de traiter tout ça de manière directe dans votre code. Vous faites un try, vous lancez ce que vous devez faire en normal et vous traitez les cas exceptionnels dans les catchs de cette gestion d'exception. Et ça rend le code plus lisible et encore une fois, si votre code et en particulier la gestion de vos objets est correcte, quel que soit le point où le mécanisme d'exception vous éjecte du flux normal de la fonction et vous envoie dans un des blocs catch,
ça ne posera pas de problème de fuite de ressources. Autre mythe, chaque classe a son propre fichier source. Logiquement ou techniquement, il n'y a aucune raison que ce soit pertinent. Il y a des classes qui ont tout à fait vocation à être groupées au sein du même fichier, parce qu'elles font partie de la même unité sémantique du code. Il vaut mieux séparer le code en entités claires et cohérentes qui ne sont pas nécessairement des classes seules. Donc vos fichiers sources grouperont des classes qui vont ensemble et sépareront au sein de fichiers sources différents des classes qui ne vont pas nécessairement ensemble. Alors je pense que ce mythe, mais après là c'est moi qui m'avance, ce n'est que mon avis. Ce mythe, c'est une habitude du Java et de ses limitations. Donc en Java, vous avez la classe Toto, elle doit être dans un fichier toto.java. Et le fait que beaucoup de profs qui vous enseignent du C++ vont en fait n'en avoir quasiment jamais fait et faire habituellement du Java. L'initialisation en 2 phases, ça c'est un mythe extrêmement inventif, je trouve. Donc l'idée c'est de dire qu'on initialise quasiment rien dans le constructeur, puis qu'on a une seconde fonction qu'on peut appeler initObject, tout ce que vous voulez, qu'on appelle ensuite pour initialiser l'objet. Alors, c'est un peu bête puisque le constructeur, lui, il est précisément là pour construire un objet, et que toute instanciation d'objet va appeler le constructeur, alors que votre initObject, vous n'avez aucune garantie qu'il sera appelé, puisque ça, c'est à l'initiative de votre utilisateur de l'objet qui écrit le code comme il veut. Donc même si vous l'écrivez en gros, en gras, est-ce que vous voulez dans la doc utilisateur, vous appelez initObject après avoir instancié un objet de ce type-là, rien ne garantit qu'il n'oubliera pas. Et donc du coup, vous vous retrouverez avec un objet dans un état pas très garanti, dont vous ne savez pas trop si les ressources sont allouées ou pas, quand il a besoin d'accéder à des fichiers, à du réseau, etc. Donc vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans, quel est son état, etc. Donc ça pose énormément de problèmes au niveau de votre gestion du flux d'exécution du programme et de la fiabilité de votre programme. Et ça pose aussi des problèmes de maintenabilité du code. Alors, libérer les ressources en fin de fonction, c'est... alors souvent, on a peut-être besoin de libérer des ressources au cours de l'exécution d'une fonction. Le problème déjà, c'est que c'est mieux de libérer vos ressources quand vous n'en avez plus besoin. Donc pas à la fin, mais au moment où vous n'en avez plus besoin. Si possible, en utilisant vos exceptions et l'idiome RAII, vous n'avez pas à vous occuper vous-même explicitement dans le code de libérer vos ressources, ce qui fait que vous n'aurez jamais de problème de fuite de mémoire, de ressources bloquées par du code qui a été avorté en cours de route par la levée d'une exception ou une erreur que vous avez interceptée avec un if et quitté la fonction. Voilà, vous évitez des choses comme ça, et vous évitez surtout d'utiliser GoTo, qui crée du code pas forcément facile à exploiter, ou d'avoir du code très lourd à base d'un tas de if imbriqués, pour éviter justement ce recours au GoTo. Alors, les attributs en protected. Ils sont dangereux pour la cohérence d'une classe et de son état, parce qu'avec protected, un enfant de la classe peut modifier ses attributs, donc issus du parent, sans contrainte. Il peut arriver que ce soit possible et même souhaitable. Ce sont en général des cas assez spécifiques et rares. Et c'est absolument à éviter s'il existe un invariant à maintenir dans l'état de votre objet. Donc l'invariant, qu'est-ce que c'est ? C'est une règle qui contraint vos valeurs d'attributs selon le contexte de l'objet, qui peut être notamment lié à l'ensemble des valeurs des attributs de l'objet. Mettons par exemple que vous avez un objet qui représente des coordonnées GPS.
vous avez une coordonnée qui est la latitude qui est comprise entre moins 90 et plus 90, et une autre qui est la longitude qui est comprise entre moins 180 et 180. Si vos attributs sont protected, que vous avez une classe qui hérite de votre classe de coordonnées, GPS, il se pourrait très bien que dans la classe enfant qui hérite de votre classe coordonnées GPS, à un moment donné, le développeur écrive du code qui modifie une latitude ou une longitude en dehors de leurs bornes acceptables et possibles, et donc mettre votre code et vos fonctions et le programme dans un état totalement incohérent qui risque de mener à des crashs.